Que se passe-t-il réellement quand une superpuissance claque la porte? Et si ce refus devenait l'étincelle d'une renaissance africaine? Le 13e jour d'octobre 2025, une chaleur sèche pèse sur Ouagadougou. Soudain, l'ambassade américaine annonce la suspension totale de ses services de visa. Ce n'est pas qu'une rumeur. Familles, étudiants, entrepreneurs, tous sont, du jour au lendemain, saisis d'un froid doute. Leurs projets, leurs espoirs, tout semble figé par une injonction tombée de Washington. Mais ce matin-là, le Burkina Faso refuse la panique. Pas de lamentation, aucun cri. En moins de 3 jours, la riposte prend forme. Ce qui aurait pu n'être qu'une humiliation administrative devient, sous l'impulsion du gouvernement, le point de départ d'un autre récit. La fermeture américaine, loin d'effacer les rêves, déclenche un sursaut stratégique. Ibrahim Traoré et son équipe refusent la posture victimaire. Leur réponse n'a rien d'une plainte. Elle se veut résolument tournée vers l'action. Le refus n'est plus une punition, mais un test de souveraineté. Il devient un tremplin pour oser d'autres alliances, inventer de nouveaux circuits de coopération hors du cercle de dépendance historique. Derrière cet événement d'apparence banale, un enjeu colossal se profile. Et si l'Afrique, à partir d'une sanction étrangère, pouvait forger de nouvelles formes de puissance? Ici, ce n'est plus la fermeture d'un consulat qui fait date, mais la capacité d'un peuple à transformer chaque obstacle en opportunité. Pour chaque étudiant recalé, une filière s'ouvre. Pour chaque entrepreneur bloqué, un projet local prend racine. L'enjeu n'est donc pas seulement la mobilité ou l'accès à l'étranger. Il s'agit de reprendre la maîtrise de son avenir, de renforcer l'estime collective, et de prouver que l'histoire peut s'écrire à contre-courant des injonctions extérieures. Réduire cette affaire à un simple conflit, ce serait manquer la chance de comprendre comment un continent peut réinventer sa trajectoire. Alors, comment le Burkina Faso a-t-il orchestré ce renversement spectaculaire? Quelle force, quelle tension, quel contexte ont rendu ce choc possible? Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir aux racines du malaise. Tout commence bien avant la fermeture des guichets américains. Avant le 13e octobre, tout semblait stable. Pourtant, cette stabilité n'était-elle qu'une façade. Les étudiants burkinabés obtenaient leur visa sans heurts, des entrepreneurs voyageaient entre Ouagadougou et Washington, et les universités signaient des accords prometteurs. Le Burkina Faso, malgré les tensions, profitait de liens diplomatiques solides avec les États-Unis. Échanges économiques, programmes jeunesse, partenariats, tout paraissait avancer, même sous une certaine fragilité. Mais cette prospérité cachait une dépendance sourde. Beaucoup se demandaient, parfois à voix basse, que deviendrait ce fragile équilibre si la grande puissance décidait de tourner le dos. Le 13e octobre 2025, la question trouve une réponse brutale. Washington annonce la fermeture soudaine du consulat à Ouagadougou. Sans préavis, les services de visa sont suspendus. En quelques heures, des centaines d'étudiants voient leur avenir s'assombrir. Des familles sont coupées, des entrepreneurs voient leurs projets internationaux s'effondrer. L'effet est immédiat, jusque dans les quartiers populaires. Officiellement, la mesure est technique. Mais le véritable message claque comme un avertissement. Défiez-nous et vous en paierez le prix. La fermeture n'est pas qu'un obstacle administratif, c'est une gifle symbolique, un rappel cruel que tout progrès dépend du bon vouloir d'autrui. Dans les rues de Ouagadougou, la colère monte. Mais elle s'accompagne d'une fierté nouvelle, d'un refus de plier. Les réseaux sociaux s'embrasent. Faut-il accepter l'humiliation ou s'en servir pour ouvrir une nouvelle page? À ce tournant, la question devient vitale. Subir, c'est accepter la dépendance. Résister, c'est transformer la blessure en force, pour reconquérir sa souveraineté. Mais la suite va déjouer tous les pronostics. Car la réaction du Burkina Faso sera inédite, à la hauteur du choc ressenti. Après la stupeur, vient le sursaut. Dans les jours qui suivent, une dynamique inattendue se met en place. Face à la fermeture, la société burkinabé commence à s'organiser, portée par un souffle nouveau. Et si l'humiliation devenait une arme secrète? Ce qui devait être une claque se mue en tremplin vers l'autonomie.
Le 13 octobre 2025, l'ambassade américaine à Ouagadougou arrête soudain tous ses services de visa. Mais le Burkina Faso ne cède ni à la panique, ni au scandale. Au contraire, il relève le défi. Souveraineté ou dépendance? Le test est lancé. Le président Ibrahim Traoré tranche. Plus question de négocier des permissions. Le pays pivote, se tourne vers ses voisins et vers le sud global. Dès les premières heures, des programmes d'échange voient le jour avec le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie, le Mali, le Niger, mais aussi l'Inde et le Brésil. Chaque partenariat est une brique posée sur la route d'une indépendance réelle. Dans la rue comme sur la toile, la réaction est immédiate. Des hashtags comme « terre d'accueil » et « fier d'être burkinabé » se propagent, portés par une jeunesse en quête de dignité. Des slogans de fierté traversent les frontières, de Dakar à Bamako. Ce n'est plus une vague d'indignation. C'est une déclaration d'autonomie collective. L'Afrique n'est pas un pion, mais une joueuse qui choisit ses règles. Au cœur de cette effervescence, des figures émergent. Aïssata Konaté, étudiante boursière, voit son rêve américain s'envoler, mais refuse la résignation. Sur la télévision nationale, elle lance « Si Washington ferme sa porte, nous ouvrirons la nôtre ». Sa formule devient un cri de ralliement et lui ouvre les portes du premier programme d'échange panafricain. Autre histoire, autre énergie, Souleymane Zongo, entrepreneur du numérique, transforme l'obstacle en opportunité. Privé de visa, il fonde WagaPay, une solution de paiement indépendante des banques occidentales. Son projet attire très vite des partenaires du Mali et du Sénégal. Ensemble, ils bâtissent un réseau régional plus solide que jamais. La dynamique bouleverse l'économie. Les jeunes pousses burkinabés explorent de nouveaux marchés africains, galvanisés par l'urgence et la fierté retrouvée. Les premiers résultats sont palpables. Hausse des échanges intra-africains, naissance de réseaux éducatifs et médicaux alternatifs, et création de filières de formation partagées avec l'Inde et le Brésil. Ce mouvement prouve une chose. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. À travers chaque action, chaque voix, chaque innovation, l'Afrique démontre sa capacité à transformer une sanction en moteur de renaissance. Les enjeux ne sont plus abstraits. Il s'agit de reprendre la maîtrise de son destin, de bâtir un avenir sur mesure. Mais gare à l'indifférence. Ignorer cette dynamique, c'est laisser passer une chance rare. Car ce modèle burkinabé peut inspirer bien au-delà, là où l'indépendance reste un rêve à conquérir. Le Burkina Faso devient alors un laboratoire observé par toute l'Afrique et au-delà. Mais cette transformation n'est pas sans tension ni résistance, à l'intérieur comme à l'extérieur. En seulement 72 heures, un continent bascule. Est-ce la sanction d'un isolement ou la naissance d'un modèle inédit? Les faits frappent plus fort que tous les discours. À peine 3 mois après la fermeture de l'ambassade américaine, les échanges universitaires intra-africains grimpent de moins de 8% à 41%. Ce bond ne reflète pas qu'un chiffre. Il incarne un déplacement massif des aspirations. Désormais, sur les campus d'Accra ou de Dakar, affluent des étudiants venus du Sahel, ceux-là même qui hier rêvaient de Harvard et, aujourd'hui, investissent dans l'excellence locale. Dans la sphère numérique, la plateforme WagaPay explose avec une croissance de 27% des transactions régionales. Les paiements, autrefois dépendants des circuits occidentaux, traversent désormais le Niger d'une rive à l'autre. Cette innovation, née du refus d'un visa, devient le symbole d'une souveraineté économique enfin assumée. Même la médecine change de visage. En 6 semaines, 12 évacuations sanitaires par avion sont évitées grâce à de nouveaux partenariats entre Bamako, Ouagadougou et Lomé. Des malades jadis envoyés à Paris ou à Casablanca sont soignés localement, avec des équipements de pointe. Ces succès transforment le quotidien et redessinent le rêve panafricain. Mais plus que les chiffres, c'est une confiance inédite qui s'installe. La génération Ouaga fait de l'obstacle un défi commun plutôt qu'une fatalité. Sur les réseaux sociaux, l'humiliation se mue en fierté partagée. Pour la première fois, l'élan collectif l'emporte sur la résignation. Pourtant, le débat divise. Avançons-nous vers l'indépendance ou l'isolement? Les détracteurs du modèle Traoré
dénoncent un risque de fermeture et d'appauvrissement culturel. Les partisans, eux, défendent la naissance de normes africaines et la promesse d'une intégration économique, éducative et budgétaire indépendante de Washington ou de Paris. La question demeure, s'agit-il d'une souveraineté conquise ou d'un simple repli? Le vrai défi, c'est l'équilibre. Rester ouvert sans renoncer à l'autonomie. L'Afrique joue son avenir. Le choix fait aujourd'hui décidera si une génération se hisse au centre du monde ou s'efface dans l'ombre. Mais derrière ces changements, une nouvelle menace se profile. L'équilibre fragile peut-il résister aux premières secousses internationales? Transformer la crise en méthode. Et si chaque choc extérieur devenait le moteur d'une intégration profonde? Surtout, comment faire pour que l'effet Traoré ne soit pas un simple sursaut, mais une transformation durable du continent? La fenêtre s'ouvre, mais il faudra l'élargir soi-même. Première règle, institutionnaliser la solidarité Sud-Sud. Il ne suffit pas de joindre ses forces quand l'orage gronde. Il faut bâtir un secrétariat permanent dédié aux alliances africaines, avec un calendrier annuel d'échanges entre universités, entreprises et gouvernements. Ainsi, la coopération devient une routine, non une réaction à la crise. Deuxième levier, miser sur la puissance économique locale. Imaginez une banque d'investissement panafricaine, conçue pour soutenir les petites entreprises qui émergent dans l'urgence ou traversent l'adversité. Un fonds capable d'investir dans des plateformes numériques, créées à Ouagadougou après la fermeture consulaire, ou dans des ateliers artisanaux qui exportent déjà vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'autonomie économique prend racine ainsi, portée par la créativité quotidienne. Mais l'intégration exige aussi un saut dans l'éducation. Pour que chaque étudiant puisse circuler librement entre Accra, Dakar et Ouagadougou, il faut standardiser les diplômes à l'échelle régionale. Cette harmonisation libère la mobilité, rend chaque choc extérieur moins paralysant. Aujourd'hui, des jeunes du Burkina Faso partent étudier au Ghana sans perdre de temps ni de reconnaissance de leurs acquis. C'est le fruit de cette révolution silencieuse. La souveraineté, désormais, se joue aussi sur le terrain technologique. Créer un observatoire africain de la souveraineté numérique, c'est anticiper les prochains blocages et garantir que données, infrastructures et talents restent sous contrôle du continent. L'exemple de Souleymane Zongo, qui fonde une fintech régionale après un refus de visa, prouve que l'autonomie numérique devient réalité. Les résultats concrets sont déjà visibles. À Accra, des étudiants burkinabés intègrent des laboratoires de recherche. Des artisans vendent leurs créations dans toute la sous-région grâce à de nouveaux réseaux logistiques. Dans le Sahel, de jeunes pousses inventent des alliances inédites, hors des circuits classiques. Chaque réussite locale nourrit l'effet d'entraînement. Mais le plus grand basculement est culturel. Réussir n'implique plus forcément l'exil. Le récit collectif change. Il devient honorable d'investir localement, de bâtir un marché africain solide, plutôt que de partir à tout prix. Ici, chaque citoyen devient acteur du destin commun. Acheter africain, investir dans son quartier, choisir la création plutôt que la plainte. Une mise en garde demeure. Sans organisation, sans méthode, ces élans risquent de s'effriter et de disparaître à la prochaine crise. Il faut inscrire la renaissance dans des institutions, dans des habitudes, dans les choix concrets du quotidien. Alors, comment transformer chaque refus en nouvelle route, seul ou à plusieurs? Cette question se pose à chacun, et la réponse commence par des gestes simples, mais déterminés. De la réaction à l'action, le cap est posé. Mais la route vers une souveraineté durable exige encore d'affronter les résistances internes et de cultiver la confiance collective. Quand une porte se ferme, 1000 chemins s'ouvrent. Mais que ferons-nous de la liberté qui se profile? La question n'est plus la sanction, mais la réponse que nous choisissons d'apporter à cette épreuve. C'est ici que tout bascule. Refuser la passivité, c'est ne plus attendre l'approbation d'autrui pour écrire la suite de notre histoire. Chaque obstacle devient une invitation à l'action, un appel à reprendre la plume. Le Burkina Faso, en faisant d'une humiliation imposée une source de puissance, a prouvé que la souveraineté ne s'offre pas. Elle se construit, jour après jour, par le refus de la résignation et par la créativité. La fermeture d'un visa n'a pas limité l'avenir.
Elle a révélé l'étendue de l'audace possible. La vraie question n'est donc pas « pourquoi nous ferme-t-on la porte ?», mais « comment allons-nous occuper l'espace libéré ?» Être l'architecte de sa souveraineté, c'est inventer ses propres solutions, tisser de nouveaux liens, bâtir une confiance renouvelée, accélérer l'intégration et l'innovation locale. Vous qui assistez à cette transformation, posez-vous la question. Qu'attendez-vous pour agir? Le test de la maturité ne vient pas de l'extérieur. Il commence ici, par le choix de transformer l'inconfort en moteur, le refus en manifeste, la frontière en opportunité. L'histoire se souviendra moins des sanctions que de notre capacité à les dépasser. Aujourd'hui, la dignité ne se négocie plus, elle s'affirme. La souveraineté n'est plus un concept lointain, c'est une dynamique à embrasser maintenant. Osez, engagez-vous, devenez acteur de ce renversement. Le futur n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui transforment chaque fermeture en point de départ. Mais pour prendre toute la mesure de ce qui s'est joué à Ouagadougou, il faut élargir la focale. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la fermeture d'une porte par une grande puissance provoque un basculement inattendu. Prenons l'exemple de l'Inde, au lendemain de l'indépendance. Privée de certains accès au marché britannique, la jeune République s'est tournée vers l'autosuffisance alimentaire. Grâce à la Révolution verte, lancée dans les années 60, elle a transformé la dépendance agricole en une formidable capacité de production de blé et de riz. Aujourd'hui, l'Inde n'est plus dépendante de l'étranger pour nourrir sa population. Cette résilience, née d'un refus imposé, s'est muée en levier de puissance nationale. Autre parallèle, la Corée du Sud, confrontée dans les années 50 et 60 à l'absence d'alliés commerciaux majeurs, a choisi d'investir massivement dans l'éducation et la formation technique. Les universités de Séoul, autrefois en marge des classements mondiaux, sont devenues des moteurs d'innovation. Samsung, Hyundai, LG. Ces géants sont nés d'un contexte de contraintes et d'un effort acharné pour dépasser le statut de simple fournisseur de matières premières. Même en Afrique, des exemples inspirants abondent. Après l'embargo international sur l'Afrique du Sud durant l'apartheid, des universités comme celle du Cap ou de Stellenbosch ont dû inventer des programmes d'excellence locaux. Cette créativité forcée a produit une génération de chercheurs capables, une fois l'ouverture revenue, de rivaliser avec les meilleures institutions mondiales. Le refus international, loin d'avoir seulement isolé le pays, a parfois stimulé des solutions inédites. Mais il y a aussi des scénarios où l'absence de réaction a mené à l'effacement. En Amérique latine, certains pays, comme le Venezuela dans les années 2000, ont subi des sanctions internationales sans réussir à enclencher une dynamique interne forte. L'économie s'est effondrée, la fuite des cerveaux s'est accélérée, et la société civile n'a pas trouvé de relais pour organiser une renaissance. La leçon est claire. Tout dépend de la capacité collective à transformer l'adversité en projet partagé. Le Burkina Faso, en 2025, a donc choisi son camp. Plutôt que de s'apitoyer sur une fermeture perçue comme injuste, il a décidé d'en faire un test national et continental. Mais comment cette métamorphose s'est-elle concrètement organisée, jour après jour, dans les rues, les écoles, les entreprises? D'abord, il y a eu la mobilisation immédiate. Dès le lendemain de l'annonce américaine, le ministère de l'Éducation supérieure a réuni les recteurs des universités régionales. Ensemble, ils ont dressé la liste des filières prioritaires, ingénierie, médecine, numérique, agriculture, pour orienter les étudiants dont les projets étaient suspendus. En moins d'une semaine, un premier salon de la mobilité intra-africaine s'est tenu à Ouagadougou, attirant des représentants de 15 pays et de 3 continents. Ensuite, le secteur privé a été mis à contribution. L'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso a lancé un appel à projets pour répondre à la fermeture des marchés extérieurs. Parmi les idées lauréates, la création d'une plateforme de e-commerce destinée à valoriser l'artisanat burkinabé auprès des diasporas africaines en Europe et un incubateur pour les start-up du secteur agricole. Sur le plan symbolique, la télévision nationale a diffusé une série de portraits d'étudiants et d'entrepreneurs recalés, dont le courage et l'esprit d'initiative sont devenus des modèles pour la jeunesse. Aïssata Konaté, par exemple, n'a pas seulement intégré un programme d'échange.
Elle a été invitée à participer à la rédaction d'un guide pratique pour les étudiants souhaitant construire une carrière sur le continent africain, sans passer par les circuits occidentaux traditionnels. Dans les écoles primaires et secondaires, des ateliers citoyens ont été organisés pour expliquer aux plus jeunes que l'avenir ne se résume pas à l'obtention d'un visa occidental. Des enseignants, formés à de nouvelles méthodes pédagogiques, ont encouragé les élèves à raconter les histoires de leur famille, à imaginer des solutions locales aux problèmes du quotidien et à s'intéresser aux innovations venues du Nigeria, du Maroc ou du Kenya. Pour pérenniser cette dynamique, le gouvernement a aussi engagé une réforme de la reconnaissance des diplômes. Désormais, un diplôme d'ingénieur obtenu à Dakar est automatiquement reconnu à Ouagadougou, Abidjan ou Bamako. Ce changement, loin d'être anecdotique, permet à des milliers de jeunes de circuler, de travailler et d'innover sans avoir à passer par les lourdeurs administratives héritées de la colonisation. L'intégration régionale a franchi un cap. Des joint-ventures ont vu le jour entre entreprises burkinabais, ivoiriennes et ghanéennes pour produire localement des médicaments génériques, réduisant la dépendance vis-à-vis des importations venues d'Europe. Au niveau agricole, une alliance entre coopératives du Burkina Faso et du Niger a permis de sécuriser la chaîne d'approvisionnement en mil et en sorgho, deux cultures cruciales pour la sécurité alimentaire du Sahel. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée aux frontières du continent. L'accord signé avec l'Inde a ouvert la porte à des transferts de technologies dans le domaine des énergies renouvelables. Des ingénieurs burkinabais ont été formés à Bangalore, puis ont lancé, à leur retour, le premier projet solaire communautaire de la région de Bobo-Dioulasso. En moins de 2 ans, ce projet a permis à 20 villages d'accéder à l'électricité, sans dépendre d'une multinationale occidentale. L'exemple du Brésil est tout aussi révélateur. Inspiré par les programmes sociaux brésiliens de lutte contre la pauvreté, le Burkina Faso a lancé un Bolsa Familia local, conditionnant les aides publiques à la scolarisation des enfants et à la vaccination. Ce modèle, adapté aux réalités burkinabais, a déjà permis d'augmenter de 12% le taux de fréquentation scolaire en zone rurale. Pour garantir la durabilité de ces changements, un Conseil national de la souveraineté a été institué. Il regroupe des représentants de la société civile, des syndicats, des étudiants et des chefs d'entreprise. Sa mission: évaluer chaque semestre les progrès réalisés dans l'autonomie économique, éducative et technologique et proposer des ajustements en cas de ralentissement ou de crise. Cela n'a pas toujours été simple. Des résistances internes sont apparues, notamment parmi les élites habituées à voyager ou à commercer avec l'Occident. Certains médias privés ont dénoncé un risque de provincialisation, craignant que la fermeture des frontières culturelles ne conduise à un appauvrissement intellectuel. Pour apaiser ces tensions, des forums publics ont été organisés dans chaque grande ville, permettant à chacun d'exprimer ses doutes, mais aussi de proposer des compromis. Un exemple frappant de cette ouverture, le festival Fierté africaine, créé en réaction à la fermeture du consulat américain. Pendant une semaine, artistes, écrivains, scientifiques et entrepreneurs de 20 pays se sont réunis à Ouagadougou pour partager leur parcours, présenter leurs innovations et débattre de l'avenir du continent. Ce festival, diffusé en direct sur les chaînes publiques, a touché près de 15 millions de téléspectateurs, créant un sentiment d'appartenance et de confiance inédit. Sur le plan pratique, des guides ont été édités pour aider les familles à naviguer dans le nouveau paysage administratif. On y trouve des informations sur les bourses offertes par les universités africaines, la liste des incubateurs régionaux, les procédures pour faire reconnaître un diplôme ou lancer une entreprise transfrontalière. Ces outils, accessibles en ligne et dans les mairies, ont facilité l'appropriation des nouvelles règles du jeu. En parallèle, un programme de mentorat a vu le jour, reliant des professionnels expérimentés à des jeunes diplômés ou entrepreneurs. Ce réseau, baptisé Passerelle Afrique, a permis à des centaines de jeunes de bénéficier de conseils personnalisés, d'accès à des financements locaux et d'opportunités de stage ou d'emploi sur le continent. L'impact sur la société burkinabé est profond. Là où, auparavant, les jeunes rêvaient massivement d'exil, on observe désormais une montée de l'engagement local. Des clubs d'innovation ont été créés dans les lycées, des concours de start-up organisés dans les quartiers populaires et des campagnes médiatiques valorisant les réussites africaines diffusées à grande échelle.
Les résultats ne se sont pas fait attendre. 2 ans après la fermeture du consulat américain, le taux de création d'entreprises par des jeunes de moins de 30 ans a doublé. Les investissements étrangers, jusque-là concentrés dans les secteurs miniers ou agricoles, se sont diversifiés vers la tech, la santé et l'éducation. La Banque africaine de développement a salué le modèle burkinabé comme une source d'inspiration pour le continent. Mais le chemin vers une souveraineté pleinement assumée reste semé d'embûches. Les défis restent nombreux. Accès au financement pour les petites entreprises, harmonisation réelle des diplômes, renforcement de l'état de droit, lutte contre la corruption. Autant de batailles à mener pour éviter que l'élan initial ne s'essouffle. Face à ces défis, des solutions concrètes émergent. Pour le financement, un fonds de garantie publique a été créé, permettant aux entrepreneurs de lever des capitaux sans passer par les banques occidentales. Pour l'harmonisation des diplômes, un portail en ligne a été lancé, facilitant la reconnaissance des compétences acquises dans chaque pays membre de la CEDEAO. Pour la gouvernance, le Conseil national de la souveraineté a mis en place un système d'évaluation participative. Chaque citoyen peut, via une application mobile, signaler les obstacles rencontrés et proposer des améliorations. Ce système, inédit à l'échelle africaine, a déjà permis d'apporter des ajustements rapides dans la gestion des programmes publics. L'un des leviers les plus puissants de cette transformation reste la mobilisation de la diaspora. De nombreux Burkinabés installés en Europe, en Amérique ou en Asie ont choisi de revenir investir dans leur pays d'origine, attirés par les perspectives ouvertes par la nouvelle dynamique. Ils apportent avec eux des compétences, des réseaux et une expérience internationale, accélérant la modernisation des secteurs clés. Pour favoriser cet effet retour, le gouvernement a mis en place des incitations fiscales, des guichets uniques pour la création d'entreprises et des programmes de co-investissement. Résultat, le volume des investissements de la diaspora a triplé en 3 ans, finançant des écoles, des hôpitaux, des incubateurs et des infrastructures locales. Ce mouvement, loin d'être un simple sursaut, s'inscrit dans la durée. Il inspire d'autres pays africains, qui observent de près les avancées du Burkina Faso. Le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire ont lancé à leur tour des programmes similaires, favorisant la mobilité intra-africaine, la création de fonds d'investissement locaux et la valorisation des talents du continent. Mais la clé de la réussite réside dans la capacité à inscrire ces changements dans le temps long. L'histoire montre que les révolutions qui durent sont celles qui s'appuient sur des institutions solides, des pratiques partagées et une culture de l'innovation. C'est pourquoi le Burkina Faso s'est engagé à documenter chaque étape de sa transition, à former ses cadres aux enjeux de la gouvernance et à investir dans la recherche et l'éducation. En définitive, la leçon de Ouagadougou est universelle. Chaque refus peut se transformer en tremplin, chaque épreuve en opportunité, chaque fermeture en ouverture. À condition de refuser la résignation, de privilégier l'action collective et d'oser réinventer les règles du jeu. Vous, spectateurs de cette transformation, êtes aussi acteurs de cette histoire. Chacun, à son échelle, peut choisir d'investir dans son quartier, de soutenir une initiative locale, de valoriser les talents de son entourage. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui, pas à pas, refus après refus, victoire après victoire. Alors, la prochaine fois qu'une porte se ferme, souvenez-vous, le plus important n'est pas la sanction, mais la réponse que vous choisirez d'apporter. La souveraineté n'est pas un don, c'est une conquête. Le futur appartient à ceux qui transforment les obstacles en ponts, les refus en possibles, les échecs en succès collectif. L'histoire retiendra moins la fermeture d'un consulat que l'ouverture d'un continent à lui-même. Par l'audace, la solidarité, l'innovation et la confiance, l'Afrique peut, à chaque refus, réaffirmer sa dignité et tracer la route de